Parfait, OK. Bon, ben, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je travaille depuis quelques années dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les puits à colonne permanente avec Philippe Pasquier. Puis donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de présenter, c'est de faire une synthèse de nos travaux qui comportent des observations et des résultats qu'on a obtenus, puis qui présentent un intérêt plus pratique et technique par rapport à la conception et à l'opération des PCP. Donc, je vais juste commencer avec un petit rappel de leur fonctionnement, juste pour mettre en place quelques concepts que je vais utiliser par la suite. Donc, les PCP fonctionnent avec le pompage et la recirculation de l'eau souterraine dans un puits profond et ouvert au roc. Donc, l'efficacité repose sur plusieurs éléments. Notamment, on a le fait que le puits comporte quand même un grand volume d'eau, et donc ce volume-là est capable d'absorber une certaine quantité de chaleur. Ensuite, on a le contact direct entre l'eau souterraine dans le puits et la paroi rocheuse qui favorise l'échange de chaleur par conduction. Et finalement, on a aussi un apport d'eau souterraine qui peut se faire vers le puits par les fractures du massif rocheux. Puis donc ça, c'est ce qu'on appelle un transfert de chaleur par advection. Ça peut être favorisé par l'écoulement de l'eau souterraine, donc sous l'effet d'un gradient hydraulique régional. Mais ce qui va vraiment favoriser ça de manière principale, c'est l'opération qu'on appelle la saignée, qui consiste à sortir, donc purger une partie de l'eau qu'on pompe à l'extérieur du système pour favoriser le renouvellement de l'eau dans le puits. Donc, c'est tous des éléments qui favorisent l'efficacité des PCP, mais qui sont quand même associés à une plus grande complexité du design et des stratégies d'opération de ces systèmes. Donc, par rapport au design, la problématique, c'est vraiment que les outils de design existants qui sont utilisés pour les boucles fermées considèrent uniquement le transfert de chaleur par conduction, donc ce qui n'est pas approprié pour les PCP. Ensuite, du côté des stratégies d'opération, dans un premier temps, il y a une étude d'une ancienne étudiante ici à la maîtrise à Polytechnique sur le contrôle des débits variables, qui a démontré que ça permettait des économies d'énergie quand même significatives, pouvant aller jusqu'à 20 par rapport à des débits constants. Donc, ça constitue une mesure d'efficacité énergétique, mais aussi le contrôle des débits variables permet de diminuer le volume d'eau qu'on va sortir, donc prélever des puits. Et donc, ça a un impact potentiel sur les aspects réglementaires. Donc, les stratégies d'opération de débit variable mériteraient d'être étudiées davantage. L'histoire, c'est que ça implique quand même des défis au niveau de la simulation, étant donné que c'est assez complexe à simuler de manière efficace. Donc, ce que je vais essayer la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant, c'est vraiment comment est-ce qu'on pourrait améliorer les pratiques de conception et d'opération des PCP à l'aide des outils qu'on a développés au courant des dernières années. Donc, des données expérimentales de qualité et des outils de simulation. Je vais commencer en parlant des données expérimentales qu'on a pu recueillir de 2 sites où sont installés des PCP. Donc, il faut savoir que les 2 sites sont vraiment à l'opposé en ce qui concerne la qualité des conditions géologiques et hydrogéologiques pour des PCP. Dans le premier cas, on a un PCP qui est installé à Varennes, donc dans un shale peu conductif et peu perméable. Donc, on avait, par exemple, des venues d'eau au forage maximales d'environ 60 litres par minute. Et en comparaison, le site de Mirabel, on a des PCP qui sont installés dans un grès très conductif et perméable, puis où, comme Philippe l'a mentionné tantôt, les venues d'eau au forage étaient de plus de 1000 litres par minute. Donc, ça illustre le fait qu'on a des conditions très différentes qui se traduisent par des puissances linéaires qu'on peut espérer aussi différentes, qui vont de environ 160 à 240 watts par mètre. Donc, c'est une fourchette qui est assez large et donc une règle du pouce qu'on peut difficilement utiliser en elle-même pour la conception des PCP. Donc, si je prends un exemple simple d'un système de 100 kW, ça nous amènerait à une longueur de l'échangeur qui varierait entre 416 et 625 mètres, ce qui est quand même une différence de 30 qui n'est pas négligeable quand on pense au coût que ça va engendrer. Donc maintenant, je vais juste illustrer cette variabilité-là en termes de température des systèmes.
Donc ici, on a l'exemple d'un essai de réponse thermique qu'on a conduit à Varennes, donc le site qui était moins favorable. Donc on voit sur la deuxième ligne ici le débit de pompage pendant l'essai qui a augmenté à la moitié. Sur la troisième ligne, on voit le débit de saignée. Donc, on a plusieurs paliers variant entre 0, 8 et 15 litres par minute qu'on va sortir des puits. Ensuite, en bas, on voit qu'on a conduit 4 cycles de chauffage de 22 kW. Puis finalement, en haut, on a l'évolution de la température du fluide à la sortie du puits en bleu et à l'entrée du puits en rouge. Donc, juste pour illustrer l'influence de la saignée sur la température, on voit que le premier cycle, avec aucune saignée, fait monter la température à environ 28 degrés. Ensuite, quand on active une faible saignée de 8 litres par minute, on augmente la température à environ 23. Et quand on augmente encore la saignée, ça nous permet de garder la température à 21. Donc, il y a quand même une bonne différence qui est associée avec l'augmentation de la saignée. Mais maintenant, si je compare encore avec un essai similaire qui a été conduit au site de Mirabel, donc ça se ressemble, donc on a injecté 22 kW pendant environ 4 jours sans saigner, puis la température à la sortie du puits s'est maintenue en bas de 12 degrés Celsius. Donc, comparativement au système de Varennes, on se souvient qu'il était monté à 28 degrés. Donc, ça illustre quand même la différente performance de ces deux systèmes. Donc, la petite conclusion qu'on peut tirer de ces données expérimentales-là, c'est que la performance des PCP est quand même fortement influencée par les caractéristiques locales, notamment hydrogéologiques. Et donc, ça a des impacts sur le design des systèmes. Donc, ce qu'on veut, en fait, quand on design un système de PCP, c'est vraiment déterminer la longueur de forage dont on va avoir besoin pour satisfaire aux besoins thermiques prévus pour le bâtiment. On a vu que les règles du pouce, dans le cas des PCP particulièrement, sont très variables et donc sont peu précises. Donc, dans ce cas-là, dans la situation actuelle, en fait, il n'y a pas non plus beaucoup d'expertise locale pour les designer. Il y a aussi des aspects réglementaires à considérer. Donc, ce qu'on fait plutôt, c'est vraiment d'avoir recours à la simulation pour évaluer l'évolution de la température du système en réponse à la charge thermique qui va être imposée par le bâtiment. Donc, pour faire ça, on peut utiliser des formules analytiques qui sont toutefois trop simples et qui ne permettent pas de bien considérer... Allô? Je pense qu'on entend quelqu'un parler. Bon, je continue. Donc, c'est ça, les simulations analytiques sont un peu trop simples pour pouvoir considérer tous les paramètres d'importance dans les PCP. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est la simulation numérique qui est beaucoup plus précise pour définir en détail la géométrie du système et tous les paramètres qui nous intéressent, donc la variation horaire de la charge thermique du bâtiment et des débits de pompage et de saignée, et aussi l'écoulement de l'eau souterraine. Donc, c'est un outil qui nous permet de limiter l'incertitude associée au dimensionnement. Donc, maintenant, je vais présenter des résultats qu'on a obtenus à l'aide des modèles qu'on a développés pour représenter les sites de Varennes et Mirabel. Donc, dans un premier temps, on a développé et validé un modèle numérique qui copie vraiment, qu'on voit ici, les caractéristiques du système de Varennes. Puis, on l'a utilisé pour évaluer l'influence de deux choses, donc la présence de zones de fracture, soit au sommet ou en profondeur dans le forage, et ensuite pour évaluer l'influence aussi de la zone de pompage et de réinjection dans le puits, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux configurations qui sont possibles d'adopter pour les PCP, c'est-à-dire soit un pompage au sommet et une réinjection en profondeur, ou la configuration inverse. Donc, on a conduit des simulations qui représentaient 4 mois de chauffage avec une saignée assez importante pour stimuler l'écoulement dans la fracture. Puis, on a obtenu des résultats qui sont sur le graphique ici. Donc, la ligne pleine, c'est l'évolution de la température dans un aquifère homogène, donc sans fracture. Puis ici, la ligne en tireté, c'est l'évolution de la température qui sort du puits en présence d'une fracture profonde. Donc, on se rend compte que celle-ci a un effet bénéfique sur le système parce qu'on voit que la température est moins affectée par l'extraction de chaleur. Ça s'explique juste par le fait que
en profondeur, la température est plus élevée à cause du gradient géothermique. Et donc, l'eau qui va provenir par la fracture va être plus chaude, ce qui est bénéfique en hiver. Ensuite, la dernière ligne, qui est le petit tire-T, ça représente la présence d'une fracture en surface. Et on voit que la performance se dégrade au fil de l'hiver, ce qui est simplement dû par le fait que l'eau de surface va se refroidir à cause de la température de l'air pendant l'hiver. Et donc, ça va dégrader la performance du système. Finalement, ce qu'on peut voir aussi, c'est juste comparer les deux configurations, donc en rouge et en bleu, pour le pompage au sommet ou en profondeur. Et on voit que ça a relativement peu d'importance sur la performance du système. Donc, j'ai continué. Alors, ensuite, on a aussi développé un modèle numérique qui représente le système de Mirabel. Dans ce cas-ci, ce qui est différent, c'est que le système comporte 5 PCP. Et donc, on a dû utiliser une représentation en 3 dimensions du modèle. Donc, on a aussi défini la distribution verticale de la conductivité hydraulique et thermique. On a intégré un gradient hydraulique régional et on a représenté en détail la géométrie à l'intérieur du puits. Juste noter aussi que le site réel comporte un puits d'injection pour réintroduire l'eau saignée à l'aquifère, qu'on n'a pas représenté dans le modèle pour des raisons de simplicité, mais on prévoit l'étudier plus tard dans d'autres études. Donc, juste continuer avec le modèle aussi inclut des éléments mécaniques qu'on a représentés. Donc, à gauche, on voit la partie souterraine. Donc, on a inclus la pompe submersible et sa consommation d'énergie. À droite, on voit l'équipement du bâtiment. Donc, on a d'abord l'échangeur de chaleur intermédiaire qui permet d'éviter d'envoyer de l'eau souterraine dans les thermopompes. Alors, on a aussi la boucle glycolée avec une pompe circulatrice et sa consommation d'énergie. On a un petit système auxiliaire qui permet de s'assurer que la température à l'entrée de l'échangeur est jamais inférieure à 0, ce qui permet d'éviter des risques de gel. Puis finalement, on a la thermopompe avec sa consommation énergétique et la charge qui va être transmise au bâtiment. Donc, je vais juste rapidement aborder la méthode de résolution du modèle, qui est assez nouvelle, parce qu'il faut savoir qu'une simulation annuelle avec un modèle numérique en 3 dimensions et des conditions d'opération variables, c'est très long à résoudre, notamment dans ce cas-ci, un débit variable, une charge thermique variable. Pour 1 an, ça a pris 11 jours à résoudre. Donc, nous, on a développé une méthode qui permet d'accélérer ça. Donc, ça consiste simplement en résoudre une simulation simple, donc avec des paramètres constants, avec le modèle numérique, pour obtenir ce qu'on appelle une fonction de transfert qui représente la réponse du modèle à des conditions simples. Et ensuite, on fait une combinaison linéaire de ces fonctions-là pour évaluer la réponse à des patrons d'opérations dynamiques. Puis ça, c'est une opération qui prend à peine quelques minutes, donc ça permet de conduire beaucoup plus de simulations et d'obtenir plus de résultats intéressants. Donc, avec ces méthodes-là, on a pu conduire 34 simulations annuelles qui considèrent notamment l'évolution horaire de la charge thermique du bâtiment, donc avec des pointes prévues de 131 kW en chauffage et 105 kW en clim. Puis, on a aussi intégré différentes stratégies de contrôle des débits pour évaluer leur influence sur la performance des PCP. Donc, par rapport aux débits constants, les débits de pompage, on a simplement utilisé des valeurs constantes qui vont de 1,75 à 3,5 GPM par tonne. Puis, on a défini les débits de saignée comme étant un pourcentage du débit de pompage allant de 0 à 30 30 qui est vraiment le maximum recommandé pour les PCP. Donc, maintenant, par rapport aux simulations de débit variable, on voit qu'on a défini le débit de pompage, donc en fonction de la charge qui est imposée par le bâtiment. Donc, à faible charge, on a un faible débit et le débit va augmenter avec la charge. Et puis, il y a 3 stratégies qui visent à faire varier le débit de manière à conserver un delta T à l'échangeur de chaleur qui serait de 1, 2 ou 3 degrés Celsius. Puis finalement, encore une fois, les débits de saignée de variables vont simplement être une fraction du débit de pompage
qui va dans ce cas-ci de 10 à 30 %. Donc, je vais présenter le résultat de 11 simulations qui sont plus intéressantes. Ici, on a tous les résultats, juste expliquer brièvement comment ils sont séparés. Donc, on a à gauche la colonne qui représente les simulations, 8 simulations avec des débits constants. Donc, de gauche à droite, on a des débits plus faibles vers les plus élevés. Maintenant, la colonne de droite, c'est les résultats des simulations qui utilisaient des débits variables avec les différents ΔT imposés à l'échangeur, donc 1, 2 et 3 degrés Celsius. Donc, on a 8 simulations à débit constant et 3 à débit variable. Ensuite, sur les lignes, on voit les différents paramètres de performance qu'on a évalués, c'est-à-dire l'énergie consommée annuellement, la puissance maximale qui a été appelée par le système, les coûts d'opération annuels qui considèrent uniquement la consommation électrique en fonction du tarif M d'Hydro-Québec. Puis finalement, le point qui va peut-être répondre à la question posée tout à l'heure, qui était le volume total qu'on va extraire du système annuellement. Donc, juste une petite note pour dire ici que notre système de 131 kW, le débit qui va être extrait, vraiment le maximum, mais dont on n'a pas du tout besoin, ce serait donc 89 mégalitres, qui représente environ 244 mètres cubes par jour. Mais on va voir qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Donc maintenant, je vais juste comparer les cas qui sont les simulations qui sont les plus avantageuses pour chaque paramètre. Donc d'abord, du côté des débits constants, on voit que les simulations avec des débits plus élevés qui se retrouvent vers la droite sont favorables en termes de puissance appelée et de coût d'opération. Ça, c'est expliqué par le fait que à des débits plus élevés, l'efficacité de l'échange thermique va être plus grande et donc on va moins avoir besoin de solliciter le système auxiliaire qui est représenté en vert. Ensuite, par rapport aux débits aux volumes qui vont être extraits du puits, en fait, on se rend compte que ça ne concorde pas vraiment parce que pour avoir les meilleures performances, on se retrouve avec des volumes d'eau qu'on va devoir gérer et réinjecter qui sont beaucoup plus grands. Donc maintenant, quand on se tourne du côté des débits variables, on se rend compte que c'est des stratégies qui offrent des résultats avantageux par rapport aux simulations de débit constant parce qu'ils permettent de notamment réconcilier un peu l'optimisation de tous les paramètres qu'on considère. Donc, si on prend l'exemple de la simulation numéro 10, ici au centre, on voit qu'en termes de consommation d'énergie, de puissance maximale appelée, de coût d'opération et de volume d'eau qu'on va extraire du puits, ça se compare vraiment favorablement à tous les meilleurs cas qu'on avait avec les débits constants. Donc, juste pour rappeler, c'était une stratégie qui utilise des débits de pompage variables allant de 1,75 à 3,5 GPM par tonne. On maintient un ΔT de 2 degrés Celsius à la thermopompe, ce qui s'avère plus intéressant qu'une valeur de 3 degrés Celsius. Et puis, finalement, les débits de saignée sont établis comme variant entre 10 du volume du débit de pompage quand la charge thermique est faible et 30 du débit de pompage lorsque la charge thermique est élevée. Puis, donc ça, c'est suffisant pour éviter une utilisation du système auxiliaire, donc ce qui diminue la puissance appelée et les coûts d'opération du système. Et finalement, cette stratégie permet aussi de limiter le volume d'eau qu'on va extraire du puits, qui est ici donc de 23 mégalitres annuellement, ce qui représente en moyenne 62 mètres cubes par jour, donc qui est sous le 75 mètres cubes qui était spécifié dans la loi de la qualité de l'environnement. Donc, c'est ce qui termine pour les résultats que j'avais à présenter. Peut-être juste faire une petite récapitulation. Donc, les PCP qu'on a étudiés ont montré des puissances linéaires variant entre 160 et 240 watts par mètre, ce qui était fortement influencé par les conditions locales, géologiques et hydrogéologiques. Ensuite, on a aussi vu que l'emplacement de la zone de pompage et de réinjection avait relativement peu d'influence sur la performance, contrairement aux zones fracturées qui peuvent, elles, influencer la performance de la saignée. Finalement,
On a aussi vu que le contrôle variable des débits d'opération est très efficace pour améliorer la performance du système. Puis, c'est une stratégie dont les points principaux consistent à adopter des débits plus élevés en période de pointe pour prolonger l'opération des thermopompes et limiter la sollicitation de l'auxiliaire. Les débits doivent aussi être réduits en période donc moins stressante d'opération normale, de manière à permettre de limiter la consommation d'énergie et le volume d'eau qu'on va extraire des puits. Et finalement, le contrôle qui vise à maintenir un delta-T de 2 degrés Celsius à l'échangeur de chaleur s'est avéré la méthode la plus efficace pour maximiser la performance. Donc, c'est pas mal ce qui conclut ce que j'avais à présenter. C'était un petit peu dense et peut-être plus technique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça.